C'est une décision absolument majeure qui a provoqué une vague d'indignation, que ce soit en Ukraine, mais aussi d'ailleurs dans le reste du monde. Volodymyr Zelensky a validé cette semaine une loi qui a été votée par l'Assemblée et qui revient à supprimer l'indépendance des organismes anti-corruption. Alors qu'est-ce qui change concrètement? Comment analyser la situation? Vous allez voir, c'est un sujet majeur pour comprendre la situation en Ukraine. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. On continue au passage ce format donc tout l'été, vous l'aurez compris. On met simplement en pause le format des actus du jour le samedi, mais on continue autrement du lundi au vendredi. Je tiens à vous remercier au passage parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format sur YouTube et en podcast audio. Et ça me fait plaisir de voir aussi au fil des années qu'il n'y a pas que des jeunes entre guillemets qui suivent la chaîne. Forcément, vu qu'on est sur YouTube, c'est beaucoup de jeunes qui suivent, mais on voit que en fait ça intéresse toutes les générations et que vous êtes de plus en plus nombreux et de tous les âges à suivre la chaîne. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre confiance et évidemment, on va continuer à faire ce travail au mieux pour vous informer sur la situation parce que vous l'aurez compris, il se passe beaucoup de choses en ce moment. À la une aujourd'hui, on va donc parler de l'Ukraine et c'était un rappel à l'ordre plutôt rare. L'Ukraine a été fortement critiquée par ses alliés européens cette semaine, le tout après la validation donc par Zelensky d'une nouvelle loi sur les organismes anticorruption. Des agences qui, en fait, disons les choses désormais, ne seront plus indépendantes. En fait, depuis une dizaine d'années maintenant, il y a principalement deux agences qui sont chargées de lutter contre la corruption. Il y a le Bureau national anticorruption, qui est une instance d'enquête, et il y a le Bureau du procureur spécialisé, qui est un parquet dédié au sujet de corruption. C'est donc des agences indépendantes, ce qui veut dire que les dirigeants, ils ne sont pas nommés par le gouvernement ukrainien. C'est des organismes qui, pour le contexte, et c'est important de le comprendre, ont été créés en 2015. 2015, c'était juste après la révolution de Maïdan. C'était un soulèvement populaire absolument massif en Ukraine à l'époque contre le président de l'époque, Viktor Yanukovych. Un mouvement très important contre un président russophile d'une certaine façon pour être davantage proche notamment de l'Union européenne et pour lutter aussi contre la corruption. Et donc ces agences, elles avaient été formées dans ce contexte-là. Car oui, si on parle de corruption en Ukraine, en fait depuis l'indépendance de l'Ukraine avec la chute de l'URSS en 1991, l'Ukraine a été confrontée à des pratiques de corruption systémiques qui touchent notamment la justice, la police, les institutions publiques, mais aussi des sphères politiques et économiques. Et la corruption, c'est quelque chose qui a été observé dans plein de pays dans le monde, c'est d'ailleurs assez intéressant à observer. La corruption, au-delà de cette forme d'injustice, elle vient aussi freiner le développement économique et elle peut aussi freiner certaines choses, et notamment des idées d'intégration du pays à l'Union européenne. C'est une volonté donc depuis de nombreuses années de l'Ukraine. Et donc ces organismes avaient été aussi créés dans un objectif de se dire, voilà, on place ça pour rentrer finalement dans le cadre souhaité par l'Union européenne, dans le processus d'adhésion avec tous les critères. Et je le rappelle quand même, l'Ukraine aujourd'hui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle est en discussion pour tenter à terme de la rejoindre. Bref, avec cette loi donc qui a été votée par le Parlement ukrainien, désormais les deux instances anticorruption, elles sont placées sous l'autorité directe du procureur général. Et le truc, c'est que le procureur général, il est lui-même nommé par le président ukrainien, en l'occurrence ici donc par Volodymyr Zelensky. Les opposants à cette loi disent donc qu'il y a une perte totale d'indépendance puisque ce serait le procureur qui pourrait orienter, déléguer ou même fermer des enquêtes en fonction potentiellement de ce que lui dit ou de ce que décide le président. Et puis certains estiment que c'est aussi une manière pour Volodymyr Zelensky de protéger ses proches, sachant qu'il faut noter que deux de ses anciens ministres ont été épinglés déjà par ces agences anticorruption. Et en termes d'image, tout cela n'est pas forcément idéal, surtout lorsque l'on sait que Volodymyr Zelensky a été élu en 2019 sur un programme qui promettait justement de lutter contre la corruption. Autrement dit, il y a une forme de colère chez une partie de la population aujourd'hui. Et l'une des traductions de cette colère, c'est les milliers de personnes, majoritairement des jeunes, qui se sont rassemblés à Kiev, la capitale, mais aussi à Odessa ou encore dans la ville de Lviv ces derniers jours pour protester contre ce texte. Et c'est assez majeur déjà parce qu'il y a plusieurs milliers de manifestants depuis le début, mais aussi parce que c'est tout simplement la première manifestation aussi importante en Ukraine, et ce depuis l'invasion russe à grande échelle du pays en février 2022. Alors de son côté, comment est-ce que Zelensky justifie cette loi? Eh bien selon lui, ces agences, elles ont été infiltrées par des milieux pro-russes. Sa position, elle s'appuie notamment sur des accusations portées par les services de sécurité ukrainiens. Des services de sécurité qui ont d'ailleurs annoncé ce lundi l'arrestation d'un responsable du Bureau national anticorruption. On revient là-dessus juste après parce que c'est assez intéressant à analyser. Et donc avec cette nouvelle loi, Zelensky officiellement souhaite que l'Ukraine échappe à l'ingérence, donc à l'espionnage ou en tout cas la présence, l'infiltration de la Russie au sein de cette agence. Et par ailleurs, sur le sujet de la corruption en lui-même, il estime que certaines affaires de corruption majeures traînent depuis des années sans conséquence, et donc il estime que ce changement doit permettre d'assurer une plus grande justice selon lui et d'empêcher, on l'a
l'a dit donc, la fuite d'infos vers la Russie. Mais le problème, c'est que de nombreuses ONG, mais aussi des responsables européens, ont dénoncé cette nouvelle loi en Ukraine. La commissaire, par exemple, à l'élargissement de l'Union européenne, Marta Koss, s'est déclarée profondément préoccupée et a qualifié la loi de sérieux recul pour l'Ukraine dans cette lutte contre la corruption. Elle a aussi souligné que le respect de l'état de droit restait, je cite, au cœur des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Et alors, l'état de droit, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vais pas vous faire un cours magistral pendant des heures, mais en gros, c'est un système dans lequel le pouvoir de l'État, il est limité et encadré par des règles juridiques, ce qui garantit en fait que personne n'est au-dessus de la loi, y compris donc, vous l'aurez compris, les dirigeants. Bref, il y a une colère en Ukraine, il y a une colère au sein des acteurs européens qui estiment que cette décision, elle pourrait remettre en cause d'une certaine façon le processus d'adhésion en cours de l'Ukraine à l'Union européenne, même si, encore une fois, dans tous les cas, rien n'est acté, c'est un processus qui est en cours, il n'y a rien de décidé. Mais cette décision de l'Ukraine, elle a aussi été dénoncée par d'autres acteurs internationaux comme le G7, donc les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. On peut aussi parler des ONG spécialisées comme Transparency International qui partagent les mêmes inquiétudes. En tout cas, comme je vous le disais, il y a un responsable du Bureau national anticorruption qui a été arrêté ce lundi avec ces accusations donc d'ingérence russe au sein de ce bureau. Or, cette arrestation en elle-même, elle a été vivement critiquée par la branche ukrainienne de l'ONG que j'évoquais à l'instant, Transparency International, qui a qualifié ces perquisitions d'illégales et qui estime qu'elles visaient à exercer une pression sur les enquêtes qui viseraient des hauts responsables ukrainiens. Puis avant ce vote-là, il y avait certains Ukrainiens aussi qui s'inquiétaient de poursuites judiciaires contre Vitaly Chabounine, qui est le directeur d'une des principales ONG anticorruption du pays. C'est donc un sujet assez critique, le tout évidemment dans un contexte extrêmement tendu ces derniers jours, avec la Russie qui poursuit ses bombardements en Ukraine, des bombardements très importants et qui se sont intensifiés. On a déjà eu l'occasion d'en parler. À noter au passage, même si ça n'a rien à voir avec le sujet ici, mais j'anticipe certaines questions qui peuvent être posées sur le sujet, qu'il n'y a en parallèle pas d'élection présidentielle actuellement en Ukraine. La raison, c'est tout simplement la loi martiale qui a été instaurée en Ukraine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça rend l'organisation d'élections extrêmement difficile, ne serait-ce que parce que, il y a des territoires ukrainiens qui sont actuellement occupés par l'armée russe et dans lesquels, la population ne pourrait pas voter. La constitution ukrainienne, donc, interdit l'organisation d'élections lorsque la loi martiale est mise en place. À noter au passage, puisqu'on est sur la question de l'Ukraine, que la Russie et l'Ukraine se sont tout de même accordés sur un nouvel échange de prisonniers ce mercredi à Istanbul, en Turquie. C'est un 3e cycle de négociations avec environ 250 personnes, des militaires et des civils qui ont été échangés de chaque côté. Cependant, on aura l'occasion d'en reparler, l'idée d'un accord de paix semble très lointain. Zelensky répète qu'il est favorable à une rencontre avec Vladimir Poutine, sauf que Vladimir Poutine, il y a quelques mois, n'a pas vraiment donné suite à cette proposition. Et par ailleurs, Poutine reste sur ses positions, notamment le fait qu'il souhaite garder tout le territoire qu'il a envahi depuis le début de la guerre. Bref, beaucoup estiment que Vladimir Poutine, en quelque sorte, joue la montre. Bref, on suivra en tout cas l'évolution de la situation. On vous tiendra au courant aussi directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Blanche pour les autres actualités très importantes de la journée et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec ce point sur la situation au Proche-Orient. À Gaza, en plus des bombes et des balles, les habitants de l'enclave palestinienne meurent de faim, selon le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Cette déclaration a été faite après qu'une centaine d'ONG, dont Médecins sans frontières et Amnesty International, ont évoqué dans un communiqué commun une famine de masse dans la bande de Gaza. De son côté, l'OMS évoque des gens mourant de faim en masse dans une situation créée par l'homme et très clairement à cause du blocus. Elle précise que dans l'enclave, le taux de malnutrition aiguë globale dépasse 10%. Si vous n'aviez pas suivi, Israël avait mis en place un blocus total de l'aide humanitaire en mars, levé partiellement fin mai. Depuis, l'aide humanitaire est essentiellement distribuée par le GHF, une organisation soutenue par Israël et les États-Unis, mais très critiquée par les ONG et l'ONU. En parallèle, des négociations entre Israël et le Hamas se tiennent toujours depuis près de 3 semaines au Qatar. Elles ont mené à une proposition israélienne d'un cessez-le-feu de 60 jours, à laquelle le Hamas a répondu ce jeudi. Cette réponse inclut des amendements sur l'entrée d'aide humanitaire, des zones de retrait de l'armée israélienne et des garanties d'un cessez-le-feu permanent. Israël a indiqué être en train de consulter cette réponse du Hamas. De leur côté, les agences de presse AFP, AP et Reuters ainsi que la BBC ont appelé à autoriser l'entrée de journalistes à Gaza et à permettre l'accès à des vivres en quantité suffisante. L'AFP avait déjà fait un appel similaire en début de semaine, on en parlait ce lundi. Deuxième actu, un avion de ligne s'est écrasé en Russie dans la région de l'Amour, au sud-est du pays. Il y avait 49 personnes à son bord. Les secouristes qui se sont rendus sur place ont indiqué n'avoir décelé aucun signe de survivants. Il s'agissait d'un vol intérieur entre 2 villes situées au sud-est du pays. Peu avant d'être découvert en flammes au sol, l'avion avait disparu derrière
radars aériens. Les circonstances du crash sont encore à définir. Troisième actu, 400 chefs cuisiniers et acteurs de la restauration appellent au retrait de la loi du plomb dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Parmi eux, les chefs Mauro Colagreco, Chloé Charles ou encore le triple étoilé Jacques Marcon. Ils se mobilisent notamment pour, je cite, « nourrir, pas empoisonner » et dénoncent une menace pour la qualité des produits et les terroirs. La loi du plomb, on en a pas mal parlé ces derniers jours, c'est une loi agricole présentée par ses soutiens comme une réponse à la colère des agriculteurs de l'hiver 2024. Cette loi prévoit de lever les contraintes du métier d'agriculteur afin qu'il soit plus compétitif. Mais le texte est très contesté par les scientifiques, la gauche et les écologistes, et même certains agriculteurs, qui y voient un véritable retour en arrière environnemental et sanitaire, avec notamment la réintroduction d'un pesticide très néfaste pour les abeilles. En tout cas, selon la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, Emmanuel Macron va bien promulguer la loi du plomb, donc signer sa mise en place, malgré la pétition qui demande sa suppression. Selon ses échanges récents avec le président, je cite, « il ne va pas du tout dans cette direction à date ». Quatrième actu, 3 personnes ont été condamnées à de la prison ferme pour traite d'êtres humains suite à des mauvais traitements envers des travailleurs recrutés pour les vendanges de 2023 en Champagne, destinées à la production de champagne. Elles ont été reconnues coupables d'avoir logé et fait travailler une 50aine de personnes, dont plusieurs en situation irrégulière, dans des conditions indignes. Ces 3 personnes, ce sont la dirigeante de la société de prestations viticole Anavim, qui a recruté les victimes, et 2 hommes qui ont aussi participé au recrutement. Le juge a ordonné la dissolution de la société. La coopérative vinicole Cerceia de la Gravelle a été condamnée, elle, à une amende de 75 000 € pour avoir profité de cette main-d'œuvre. Selon le média indépendant Basta, lors du procès, le dirigeant du vignoble a affirmé livrer une partie de son raisin à la prestigieuse maison Moët et Chandon, filiale de LVMH. Un des travailleurs a affirmé au tribunal que le groupe a été traité comme des esclaves, évoquant des horaires à rallonge, peu de nourriture et peu d'eau. En septembre 2023, leur logement avait été contrôlé par l'inspection du travail puis fermé face à des conditions de vie qui portaient gravement atteinte à leur sécurité, santé et dignité. Elle témoignait notamment d'installations électriques dangereuses et de lieux communs et d'hygiène dans un état répugnant. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus sur cette affaire. 5e actu, il n'y aura pas de featuring avec Lara Trump, la belle-fille de Donald Trump. C'est ce qu'a affirmé Gims sur Instagram, alors que le Parisien avait dévoilé en début de semaine qu'une collaboration était en prévision entre les 2 artistes. Le média citait notamment les propos d'un homme qui se présentait comme le producteur du chanteur et disait même avoir écouté le morceau. Dans son démenti, Gims affirme aussi ne pas avoir de producteur. L'équipe de Lara Trump, de son côté, contactée par Paris Match, s'est dit stupéfaite et ne pas avoir été informée que le projet était annulé. Selon elle, Lara Trump avait même été invitée à rejoindre Gims lors de ses concerts. En tout cas, Paris Match affirme disposer d'éléments prouvant que la collaboration a bien été matérialisée et parle plutôt d'un rétropédalage de l'artiste. Et enfin, dernière actu, marcher 7000 pas par jour réduit les risques de problèmes de santé graves selon une nouvelle étude de la revue The Lancet publiée ce jeudi. Cette étude vient donc contredire la recommandation qu'on entend souvent qui dit qu'il faudrait faire 10 000 pas par jour pour commencer à obtenir des effets bénéfiques pour la santé. Pour parvenir à l'objectif de 7000 pas, les chercheurs ont analysé 57 études portant sur 160 000 personnes. Elles précisent que les effets les plus importants ont lieu à partir de 7000 pas, soit environ 1 heure de marche douce, et qu'ils se stabilisent après. Ce niveau permettrait de réduire de moitié les risques de décès prématurés par rapport à 2000 pas par jour et influe notamment sur les risques de démence, de dépression et de diabète. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors je le disais, on continue ce format tout le mois d'août, mais si jamais vous préférez l'écouter en format audio, eh bien c'est disponible directement sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, je vais pas tous les citer, mais n'hésitez pas à vous abonner, je sais que c'est pas encore le cas. Merci encore une fois pour votre confiance. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires eh bien d'où est-ce que vous suivez potentiellement ce format, parce que je sais que vous êtes assez nombreux à le suivre à l'étranger. Prenez soin de vous en tout cas, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.